Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sandrine Bureau. Les rôles s'inversent, puisqu'habituellement, c'est elle qui est dans ce rôle-là. Sandrine vit à côté de Limoges. Elle fait partie de ces personnalités engagées et passionnées pour et par le vivant. Elle lui consacre une grande partie de sa vie. Suite à une reconversion professionnelle, elle exerce depuis 2017 le métier de naturopathe. En parallèle, elle s'occupe de la gestion d'un web magazine trimestriel qu'elle a créé en 2020, dont nous allons parler plus en détail. Elle anime également une chaîne YouTube où elle donne la parole à des acteurs locaux, des artistes et des paysans. Son intention ? Améliorer la compréhension du monde rural, nous partager la beauté de ce monde et célébrer la nature. À mon tour, de la mettre en lumière, ainsi que toutes ces initiatives qui vont dans le sens du respect du vivant. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Sandrine. Et bonjour Katia. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, je te remercie. Toi aussi ? Ben oui, je vais très bien. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Moi aussi, je te remercie pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de rajouter à ta présentation ? Eh bien, écoute, je pense que tu as à peu près tout dit. Donc, on verra par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, Sandrine ? Parce que tu n'as donc pas toujours été naturopathe. Oui, je peux. Alors, c'est vrai qu'il va falloir que je synthétise un petit peu parce que ça pourrait durer un petit moment. Donc, oui, j'ai travaillé pour la grande distribution pendant des années où j'étais commerciale et directrice commerciale. Et c'est vrai que ce travail-là, c'était aussi à la fois un échappatoire et une question d'un peu de survie, on va dire. Et puis tout ça a fini en burn-out, donc il y a maintenant une dizaine d'années, c'était en 2012, 2013. J'avais plusieurs signes qui m'indiquaient que ça n'allait pas et tout, mais j'étais pas vraiment à l'écoute de ce qui se passait dans mon corps et dans mes émotions. Et au final, ça a fini par me rattraper. Faut savoir aussi que j'étais en errance médicale à cause de problèmes chroniques où personne finalement n'avait de solution pour moi à part cortisone et morphine sur du long terme. Donc si tu veux, à 35 ans, c'est moyen comme projet. Et puis finalement, après ce burn-out, la vie m'a mis en lien avec des choses autres, je dirais, notamment de l'énergétique. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser, à ouvrir, on va dire, mon champ de connaissances et mon champ de conscience. Voilà, on va dire une petite partie de ce qui a fait que je suis arrivée à la naturopathie plus tard. Tu disais que tu avais commencé à avoir quelques signes de burn-out, mais qui ne t'ont pas mis suffisamment en alerte à l'époque. Le milieu médical, tu veux dire ? Tu disais par rapport à ta vie professionnelle que tu avais eu déjà quelques, comment dire, comme quelques signes d'alerte, mais que tu n'as peut-être pas entendu à ce moment-là et que le burn-out est arrivé. Oui, on va dire ça. C'est vrai que voilà, il y avait un tout en fait dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle.
je pense qu'au fond de moi, je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais tu sais, des fois, c'est plus facile entre guillemets de rester dans une vie où en extérieur et en tout cas en apparence et au regard des autres, tout va bien, où t'as une maison, où t'as tes chevaux, où t'as ton travail qui va bien en apparence encore une fois, etc. Et ben moi, je pense que je me mettais aussi un peu dans le déni quelque part, par peur très certainement et tout le reste. Finalement, le déni, ben un jour, il s'en va, je dirais, j'ai ouvert les yeux. Et c'est pas toujours facile d'ouvrir les yeux parce que c'est vrai que tout est arrivé un petit peu en même temps. Le burn-out, j'étais licenciée de la société dans laquelle j'étais, je me suis séparée. Donc, si tu veux, tous les axes de la vie là ont été mis à plat pour définitivement passer à autre chose. Et à quel moment tu as compris que tu étais véritablement en burn-out? Eh bien, quand mon corps m'a arrêté, comme je te dis, je prenais de la cortisone à répétition, j'avais des problèmes d'urticaire chroniques. Et ça, c'est vrai que c'est très handicapant dans la vie. Et à part me faire des tests à droite, à gauche et tout ça, il n'y avait aucune solution qui était envisagée. Jusqu'au jour où j'ai fait une pyélonéphrite en fait, aiguë. Donc je suis arrivée à l'hôpital, j'avais 41. Et d'ailleurs, je me souviens, c'était un peu dramatique parce que j'avais été admise aux urgences que le soir tard. Bref, et à partir de là, bien, c'est vrai que moi qui étais tout le temps hyper active sur la route, je faisais à peu près 300 kilomètres tous les jours. Et le médecin qui est venu me voir le lendemain m'a dit mais là il faut que je vous arrête. Et moi c'était juste impossible, je voulais pas être arrêtée parce que non, c'était inenvisageable pour moi. Il m'a dit si, minimum un mois. Et bon, je peux pas trop faire autrement. Et à partir de là, ça a été un peu, oui, le début d'autre chose, puisque j'avais une amie qui était passée me voir à l'hôpital et qui m'avait amené le livre Psychologie Magazine. C'était très intéressant. Et puis, il y avait une rubrique, tu sais, livres, conseils de livres et tout. Et là, j'ai découvert le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, ça a l'air intéressant et ça pourrait peut-être être une explication. Enfin, ça pourrait être en tout cas une aide à comprendre ce qui m'arrive. Et j'ai commandé ce livre et je pense que ça a été vraiment un livre déterminant pour la suite pour moi parce que oui, il y a plein de choses qui se sont éclairées. Et c'était vraiment le tout début, on va dire, du chemin. Mais ça a été un déclic, ouais, carrément. Oui, parce que lui, il décrypte au niveau symbolique les symptômes, les maladies aussi. Et c'est vrai que les reins, bon, c'est quand même très ancré à des peurs, très lié à des peurs ancestrales. Et c'est vrai que c'était logique au final, puisque au mois de décembre, j'étais partie en mode survie de ma maison, où finalement, je me sentais plus en sécurité avec le compagnon de l'époque. Et donc j'étais partie, on va dire, oui, vraiment en mode survie, en laissant mes chiens, mes chevaux et tout. Donc il y avait vraiment ce lien de peur ancestrale, tu vois, d'être plus en sécurité, de tout perdre. Et puis aussi, il faut dire la prise de la cortisone sur du long terme, je pense que les reins n'ont pas aimé non plus. Donc si tu veux, ça a été une découverte, un début de compréhension à la fois au niveau émotionnel, au niveau subtil, mais aussi au niveau de ce qui se passait au niveau de mon corps, et puis de la dangerosité, je dirais, de certains traitements et de leurs effets secondaires. C'est clair. Qui aurait pu être évité si, mais bon, avec des filles on fait le monde comme on dit, mais en tout cas, ouais, je pense que ça. Alors c'est sûr qu'avec le recul, on se dit ok, je comprends, j'ai vécu ça, ça m'a amené ça et tout, mais quand même, hein, c'est des passages de souffrance. C'est dommage quoi, de devoir passer par des moments comme ça de détresse, d'errance médicale, de souffrance. C'est dommage. Tu penses que tu n'aurais pas pu avoir les prises de conscience que tu as eues si tu n'en étais pas passé par là, en fait? C'est possible. Ou il a fallu que tu en passes par là pour accéder à cette connaissance-là de toi? Au final, c'est ce que je me dis. Après, évidemment, quand tu t'approches le milieu du développement personnel, la spiritualité, tout ça, évidemment, tu mets ces mots-là, c'est sûr. Oui, très certainement, c'est un chemin de vie, on va dire. Et comment s'est passée la bascule, c'est-à-dire entre le moment où tu découvres la naturopathie, que tu utilises toi Bon, écoute, c'est vrai que voilà, quand j'ai fait ce burn-out, donc j'ai commencé à découvrir Michel Odoul, tout ça. La vie m'a mis en lien avec une dame qui fait de l'énergétique et donc je faisais aussi un peu de médecine chinoise, tout ça. Donc j'ai commencé à nourrir l'esprit. En 2013, en août 2013, donc j'ai aussi perdu mon petit chien qui s'appelait Diego. Et là, ça a été une catastrophe parce que vraiment lui,
Alors, je m'en suis rendu compte après, bien évidemment, mais j'avais un transfert émotionnel envers ce chien qui était juste énorme, si tu veux. On avait un lien vraiment incroyable. Et à l'époque, donc, j'étais partie de chez moi et c'est mon ancien compagnon qui les avait gardés, les trois. Et oui, donc quand il est parti, ça a été assez dur parce que je suis passée par à peu près tous les sentiments qu'un être humain peut passer, le truc de l'abandon, de la culpabilité, tout ça, enfin la totale. Et je m'en souviendrai toujours. C'était très étrange parce que c'était peut-être un dimanche, je crois qu'il est mort. Et ce dimanche-là, j'avais pas regardé mon téléphone. Et la personne qui était avec moi à l'époque, donc le lundi, me dit mais t'as pas regardé ton téléphone parce qu'il avait dû voir un message en fait. Et j'ai dit bah non, c'est vrai, tiens, j'ai pas regardé mon téléphone. Et là, je vois que mon ex-compagnon m'avait envoyé voilà que Vélo était parti et tout. Donc lundi matin, en tout cas la nuit du dimanche. Et ce qui est très étrange, c'est que jamais normalement je me rendors et je me souviens de cette nuit où le matin je m'étais réveillée et j'avais ressenti le besoin, tu sais, de me rendormir. Et je m'étais réveillée assez tard. Et après, je me suis dit, je pense que en fait, j'avais dû me connecter sans le savoir, tu vois, dans un autre état de conscience au moment où mon chien partait. Et ça, je m'en suis. À l'époque, j'étais vraiment pas encore trop là-dedans. Hein, si tu veux, je commençais à découvrir des trucs, la connexion, la communication avec les défunts, tout ça. Mais là, ça avait fait un truc. Mais je me suis rendormie, tu sais, pour passer dans un autre état de conscience et être comme en communication ou en connexion avec lui dans quelque chose qui me dépassait complètement. Et ce choc-là de la mort de ce chien m'a amené à me dire, punaise, mais en fait, ça se trouve, peut-être j'aurais aussi pu le soigner autrement, peut-être qu'il aurait pu y avoir des choses qui auraient pu l'aider et tout. Et là, j'ai commencé à découvrir la communication animale avec Laila Del Monte. Et j'ai dévoré tous ces livres. Je me suis dit, mais en fait, mais oui, quoi, on peut, il y a autre chose d'autre que simplement ce qu'on voit de manière très rationnelle ou concrète entre guillemets. Et oui, là, ça a été encore une couche, je dirais, d'éveil entre guillemets, hein, encore une fois, mais de découvrir un langage plus subtil. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait des stages aussi en communication animale. Et je voulais absolument parler avec lui, évidemment. Hein. Je voulais absolument parler avec lui, je voulais lui dire des trucs et tout, savoir s'il était bien, comme toute personne qui découvre ça. Donc voilà, donc il y a eu cet événement-là. Et après, de fil en aiguille, j'ai découvert la naturopathie. Et donc je me suis inscrite à l'école au CNR André Lafont à Rochefort, et où là j'ai commencé à faire des cours en présentiel, puis j'avais des cours chez moi et tout. Et j'ai commencé moi aussi à changer mon alimentation, bien évidemment à faire tout ce travail émotionnel aussi avec des formations en énergétique et tout. Et de fil en aiguille, je dirais, tous mes problèmes de santé ont disparu, tous. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Enfin, on peut que constater que ça marche. En fait, si on devait encore en douter, bah non, en fait, on suit la preuve vivante, si on peut le dire. Et ouais, tout a disparu. Et puis tous les trucs, plus besoin de prendre un cortisone ni rien du tout. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas garder ça pour moi. J'ai envie de partager et j'ai envie de, moi, à mon tour, aussi aider des gens qui connaissent ce désarroi. Hein. Et voilà comment j'en suis arrivée à exercer comme naturo. Tu es effectivement, comme tu le dis, un parfait exemple, une belle illustration de ce que la naturopathie et tous les soins que tu as pu, dont tu as pu bénéficier peuvent avoir une utilité, effectivement. Enfin, quand la médecine, parfois, alors ce n'est pas opposer la médecine, parce qu'on est bien d'accord, la naturopathie, ça ne se substitue pas à la médecine. C'est, comment dire, en complémentarité. On parle même pas d'alternative. Comment est-ce qu'on peut, pour être bien au clair aussi avec ce qu'on se dit. Oui, c'est vrai que c'est pas évident à trouver les mots justes entre guillemets. Ouais. C'est pas évident de trouver les mots justes parce que évidemment que la médecine allopathique est utile dans plein de cas, dans des choses aiguës, dans la chirurgie, dans tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, il y a aucun intérêt de renier ça, bien évidemment. Par contre, sur des choses où il y a une chronicité, je dirais, qui s'installe, où il y a pas de cause, en fait, je dirais, bien déterminée par justement cette médecine où on vous amène à gauche, à droite, sans savoir, vraiment cette errance médicale. Là, évidemment, je pense, il y a vraiment des choses à faire à un autre niveau. Et à un autre niveau, ça veut dire peut-être réfléchir à comment on s'alimente,
comment est-ce qu'on est dans sa vie émotionnelle, comment est-ce qu'on est dans sa vie perso, tout ça, tu vois. La naturopathie, c'est vraiment ça, c'est prendre les choses dans leur globalité. Parce que la médecine, entre guillemets, conventionnelle, elle va s'occuper, par exemple, d'un symptôme, tu vois. Elle va s'occuper d'un bras, elle va s'occuper d'un genou et tout. Je dis pas que c'est mal, ok, c'est utile dans plein de cas. Mais après, l'idée de la naturo, c'est vraiment de remettre l'être humain dans son environnement et dans son ensemble, dans la société, dans aussi son histoire, son enfance, tu vois, c'est très large en fait. Et donc, évidemment, classiquement, ça passe par des aides comme l'alimentation, comme la phyto, comme la gémothérapie, etc. Il y a plein de choses. Quand on commence à s'intéresser à ça, on se dit, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. C'est aussi passionnant. C'est aussi passionnant. Vraiment. Et c'est vrai, quand on passe la certification, donc moi je l'ai passé en 2016, en fait, on se dit ça y est, je suis naturo, mais non, c'est pas vrai. Ça commence, c'est le début. Et tu vois, aujourd'hui, on est en 2024 et pas tous les jours, mais toutes les semaines, je suis des formations, des choses pour aussi tout le temps être, tu vois, dans cette recherche, dans cette quête, ouais, dans cette recherche de connaissances. Comment m'aider moi, mais aussi aider les autres, surtout, en tout cas maintenant, au mieux. Donc c'est vraiment un travail à temps complet, j'irais, parce qu'il y a sur soi, il y a aussi voir comment on est nous. Est-ce qu'on est ajusté dans notre vie de tous les jours aussi pour prétendre en tout cas aider les autres. Tu vois, c'est tout un cheminement. C'est pas, on se déclare pas naturo ou accompagnant comme ça du jour au lendemain en fait. Oui, il faut bien le spécifier parce que c'est une formation qui est quand même assez conséquente et avec une réactualisation, comme tu le dis, de connaissances en permanence. C'est ça, exactement. C'est pas 15 jours de formation que tu fais, ça y est, tu peux te décréter naturopathe. Enfin, faut qu'on soit d'accord alors là-dessus. il y a la fin. Oui, il y a la formation qui est importante, ça c'est indéniable. Mais je pense que, à mon avis, moi aujourd'hui, je pense que je le mets avant. Il y a le parcours de vie quand même qui est d'une grande importance. Parce que comme tu me disais tout à l'heure, c'est vrai, si moi j'avais pas connu ça, cette errance médicale, j'avais pas connu tous ces trucs à la fois personnels et professionnels et tout, je pense que j'aurais pas, alors c'est pas pour me vanter, hein, bien sûr, mais cette capacité peut-être d'écoute et d'empathie, en tout cas de recevoir l'autre, parce que je suis passée par là, si tu veux. Donc il y a cette espèce de résonance qui se crée aussi avec l'autre. Et ça, je crois que c'est vraiment primordial. Et aujourd'hui, s'il y en a qui veulent s'installer en tant que naturo ou quoi comme ça, parce que soi-disant c'est à la mode ou parce que c'est dans l'air du temps, le bien-être, le machin, il y a tellement de tout et n'importe quoi. Si c'est pour faire du buzz, pour faire des trucs, tu vois, non, ça marchera pas en fait. Ça marchera, mais qu'un temps. Ça va surfer sur la vague, mais ça sera pas pérenne en fait. Alors que s'il y a une personne qui a un parcours de vie, qui a compris des choses sur elle, sur les autres et tout, là, par contre, ça pour moi, c'est vraiment le plus important. Après, bien évidemment, il y a la formation qui est indéniable. Et quand on a les deux, je pense que il y a vraiment là un accompagnement réel. Tu parlais d'alimentation. Finalement, la naturo, c'est quoi? Parce qu'on peut peut-être se méprendre aussi sur ce que c'est, sur ce que ça recouvre. C'est vrai. Pour te dire, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis dit bon, la naturo, c'est quoi, comme tout le monde et tout. Et ce qui m'a intéressée dans un premier temps, c'était vraiment, oui, ce rapport à cet ensemble, à ce tout, au final, de ce qu'on est au sein même de la nature, au sein de notre environnement. Et après, on peut fractionner en disant, la naturo, voilà, c'est des gens qui vont vous donner des conseils en alimentation, qui vont vous donner des plantes, qui vont vous donner des exercices de respiration, etc. En fait, c'est très large. Et après, chaque naturopathe va aller dans son propre chemin, si tu veux, d'accompagnement. Moi, quand je reçois les gens, bien évidemment, je fais une anamnèse, ce qu'on appelle en début de séance. Donc là, on va voir vraiment tout, c'est-à-dire l'alimentation, les différents systèmes, le système digestif, circulatoire, etc. La fatigue, le stress, le sommeil, tu vois, c'est vraiment un questionnaire qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, où vraiment il y a tous les pans de la vie qui sont pris en considération. Et après, moi, je vais vraiment cibler par rapport à ce que tu m'as dit la personne en faisant des priorités aussi, tu vois. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit bon, moi je mange de la viande midi et soir, ok, je vais pas lui dire oh là là, c'est pas bien de manger la viande, ça n'a aucun intérêt. Je vais l'amener en lui expliquant et en l'amenant à une compréhension de pourquoi ça serait bien de diminuer peut-être un petit peu. Alors je prends la viande, mais ça peut être des produits laitiers ou des choses comme ça.
Je vais l'amener à essayer de comprendre pourquoi on n'est pas spécialement fait pour manger ce genre de choses et qu'est-ce que ça peut faire comme effet sur l'organisme. Et très souvent, c'est extrêmement logique. Les gens, ils viennent me voir avec avec des problèmes, en pensant que c'est une cata, en pensant que tout ça, ils vont pas s'en sortir et tout. Et de fil en aiguille, ce qui est génial, et moi j'adore, c'est-à-dire que leur montrer, finalement, par des déductions toutes simples et par une logique, que ce qu'ils ont, ça peut paraître anormal, mais en fait, c'est normal. Tu vois, quand on va voir les causes et tout, on va voir et ben, en fait, les conséquences, elles sont logiques. Et ça, déjà, tu vois, ça fait redescendre un petit peu parce qu'il y a cette espèce de logique que finalement, bah oui, mais vous faites ça et ça, donc vous avez ça en conséquence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. C'est-à-dire que si vous changez ça et ça, bah vous aurez peut-être plus les conséquences. En fait, finalement, c'est exactement comme ce que j'ai vécu. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant parce que ce qui est important aussi, c'est de remettre les gens dans le truc que il n'y a pas de fatalité. À part vraiment les cas extrêmes, quoi. Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, il y a encore 10-15 ans de ça, je pensais que ce que j'avais, c'était une fatalité, que j'allais me traîner ça toute ma vie et que j'allais devoir prendre de la cortisone et de la morphine et puis voilà, point. C'est pas super, quoi. Moi, j'étais dans ce truc-là, en fait. Et au final, ben non, ça s'est renversé. Ça s'est renversé et il y a pas de fatalité parce que j'ai mis des choses en place aussi qui ont fait que à la base, on a changé des choses et donc les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est évident. Donc ça, c'est hyper important et ça, je trouve que ça enlève un énorme fardeau aussi de savoir qu'il y a des choses à faire et qu'il n'y a pas de fatalité. Ça, vraiment, c'est une aide incomparable, surtout à l'époque actuelle où on est déjà les gens, ils arrivent dans un stress, ils sont dans l'anxiété, dans un truc anxiogène et tout. Et là, leur dire, mais attendez, vous savez quoi? Je vous promets pas, hein, bien sûr, il y a jamais de promesses ou de fausses promesses. Ça, c'est important aussi. Je vous promets pas des trucs. Ça peut aussi prendre du temps. Et ça, c'est une notion qui est très importante aussi en naturo. C'est qu'il y a la notion du temps. Et cette notion de temps, des fois, elle n'est pas forcément facile à amener parce que aujourd'hui, on est dans l'immédiateté de je prends un cachet et hop, mon mal de tête s'en va. Bon, d'accord, super. Si tu as besoin d'être soulagé, c'est ok. Mais restaurer un terrain, revenir à un équilibre, ben ça peut prendre des fois du temps, suivant l'ancienneté, suivant les pathologies, suivant plein de choses. Et oui, des fois en 2 jours, ben non, moi ce que je vais vous donner, ça va peut-être pas tout de suite faire effet. Il faut des fois attendre peut-être 15 jours, 3 semaines sur des cas, sur d'autres choses, ça peut être 6 mois, tu vois. Mais il y a aussi cette notion de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi aujourd'hui à entendre. Et c'est pour ça que, bon, comme tu disais tout à l'heure, hein, l'allopathie n'est pas du tout exclue dans une démarche naturo. Enfin, on va pas dire du jour au lendemain aux gens arrêtez vos traitements. Non, on va les amener à comprendre, on va les amener. Si t'as mal au crâne, ben, si c'est insupportable, bien sûr, tu vas te soulager immédiatement. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en amont, donc sur le terrain. Et à partir du moment où on agit sur le terrain, bien petit à petit, il va se passer des choses. Ça, c'est vraiment l'approche à laquelle je tiens. Et pour quelle problématique, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tes clients viennent te rencontrer? Est-ce que tu as une spécialité, entre guillemets? Alors, j'aime pas le mot spécialité parce que ça fait très un peu, moi je suis spécialiste en ça, non, j'ai pas de spécialité. Il y a les gens par contre qui sont atteints de fibromyalgie me touchent beaucoup. Pour faire partie de quelques groupes de fibro, il y a quelque temps de ça, c'était une amie qui est dans le sud et qui est infirmière et qui m'a dit, écoute Sandrine, peut-être tu pourrais nous aider sur les groupes et j'avais accepté. Et c'est vrai que je me retrouve dans ces gens parce que souvent ils sont dans une errance médicale horrible, ils sont pas entendus, ils sont pas reconnus, ils sont pas écoutés, et souvent ils sont blindés de médicaments dès le départ, qui est une aberration d'ailleurs. Et ces gens-là, oui, me touchent. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais des programmes pour accompagner des personnes qui ont la fibro, des programmes en commun, des programmes de groupe, ça veut dire. Ça, oui, c'est super parce que là aussi, ça leur redonne de l'espoir. Ben, tu vois, ça redonne en fait de se dire mais mince, en fait, il y a des choses à faire. Là, c'est évident. Donc il y a ces gens-là et puis après ben en cabinet je reçois un peu de tout, hein, des gens qui ont des problèmes de stress, de sommeil, de digestion, ça revient très souvent. Enfin c'est très large les problèmes.
d'articulation, des douleurs. Voilà, c'est très large. J'ai lu et entendu que tu t'es formée à la méthode Knapp et Dorn. Est-ce que c'est en lien avec la naturopathie ou c'est encore une autre facette de ton activité? C'est à la fois les deux parce que, enfin, si tu veux, ça peut être c'est des outils qui peuvent rentrer dans une démarche naturopathique. Pour te faire très très court, j'ai découvert ces deux méthodes il y a à peu près un an, oui, maintenant. Et franchement, ça m'a énormément parlé. Alors, la méthode de Knapp, on doit cette méthode à Georges et à Knapp, qui au début du XXe siècle était vraiment un génie. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait plus de 80 métiers dans sa vie. Je sais pas si vous Waouh! imaginez, il s'est intéressé absolument à tout. Et moi, que j'ai été choquée de voir que cet homme-là soit pas plus connu, hein, parce qu'il a écrit des bouquins aussi où déjà à l'époque il parle de l'alimentation et de tout ce qu'il faut éviter et tout. Donc ça m'a énormément parlé, t'imagines bien. Et il s'est intéressé bien évidemment au corps humain. Et il a fait plein d'expériences en faisant des mannequins, des trucs et tout pour aller voir en fait si quand on appuie à un certain endroit, ce que ça fait dans le corps. Tu vois, c'est incroyable tout ce qu'il a été imaginé faire. Et pas que imaginer, parce que c'était clairement du concret. Et par exemple, il passait des journées dans son jardin à vraiment se faire mal et tout, avoir des courbatures pour après tester sur lui tous ses points. Et donc il a mis au point cette méthode Knapp, enfin, cette méthode qui consiste en 18 points principaux avec un protocole bien particulier où, si tu veux, on va faire une pression. Alors ça, c'est en lien vraiment, c'est génial parce qu'on met vraiment la personne en participation, si tu veux. Et c'est vraiment des points bien précis qui vont agir à la fois sur des contractures, sur des endroits où il y a par exemple des toxines ou des déchets qui vont se cumuler et donc où l'énergie passe plus. C'est juste magnifique cette méthode. Moi, assez incroyable. Et donc lui, d'ailleurs, il se faisait les 18 points tous les jours. Et il a écrit un livre aussi, Je suis le premier homme à rajeunir. Et clairement, il avait rajeuni de physique. Et c'est juste passionnant, fascinant. Moi, je suis tombée en admiration devant cet homme qu'on connaît si peu, et pourtant il a aussi été à l'origine des premières voitures, des maisons électriques et tout ça. Ah, intéressant. Et donc ça, c'est pour la méthode de Knapp. Et après Dorn, Dorn c'est autre chose. C'est un monsieur qui était Dieter Dorn, qui était allemand, qui a commencé à soigner sa femme en faisant certains mouvements et tout. Pour résumer, la méthode Dorn, c'est vraiment mouvement et pression. Mouvement, pression, et à partir de là, on va aller, si tu veux, soulager et remettre en mouvement aussi l'énergie. C'est deux méthodes qui se complètent, hein, avec Knapp, et qu'on peut d'ailleurs intégrer dans une même séance. Ces deux méthodes sont super pour plein de symptômes, plein de troubles du style lumbago, mal de dos, sciatique, toutes ces choses-là, tout ce qui est tension musculaire, voilà. Donc c'est vraiment super. Donc ça s'intègre tout à fait dans la naturopathie. Je pense que Knapp était vraiment un naturopathe. Il n'y avait pas ce mot-là, mais je pense que c'en était un, clairement, oui. D'accord. J'irai regarder alors parce que Simon, quelqu'un qui s'intéressait déjà, oui, enfin, tu parles d'énergie libre, des choses dont on parle plus beaucoup aujourd'hui et bon. Mais d'ailleurs, Georges Knapp avait été embêté par le milieu médical de l'époque aussi, hein, parce qu'il voulait le faire taire etc. Tu vois, il y a toujours eu ces controverses qui sont fort dommages d'ailleurs. Fort dommage, parce que on devrait tellement travailler main dans la main. Tu vois, le monde irait tellement mieux si on mettait toutes les connaissances ensemble et si on travaillait dans cette synergie. Mais voilà, le monde irait beaucoup mieux, en fait. Quel dommage d'avoir ces frictions et ces disparités. C'est vraiment dommage. Tu as aussi créé un web magazine Aux nature que tu publies tous les trimestres, à moins que tu aies changé la fréquence de publication dans tous les trimestres, donc en ligne, accessible gratuitement. J'ai vu que tu avais déjà réalisé 18 numéros. Ouais, déjà. Quel travail. Quelle est ton intention avec ce média? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir transmettre, véhiculer, partager? Moi, ce qui m'a animée dès le départ, c'est montrer les gens, les personnes qui œuvrent dans le sens de la vie. Qui œuvrent dans le sens de la vie, qui œuvrent avec la nature, pour l'humain, bien évidemment, parce qu'on n'en est pas exclu. Et c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en avant, parce que c'est souvent des gens qui travaillent, c'est paradoxal, mais dans l'ombre quelque part, hein, on les voit pas, on les entend pas trop, on sait pas tout. Alors c'est vrai que de fil en aiguille, après j'ai interviewé différentes personnes, hein, même certains dont on entend plus parler, comme
des gens comme Louis Fouché, que je sais que tu connais bien aussi, des artistes connus, des gens comme ça. Voilà, mais j'ai vraiment envie de mettre en avant ces gens qui soient connus ou pas connus, en fait, et pour transmettre des messages à la fois d'émerveillement, de beauté, et aussi ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure il y a des choses à faire et il y a déjà des gens qui font. Ça c'est hyper important. Il y a déjà des gens qui font en fait. Il y a déjà des gens qui font des choses dans le sens de la terre, de la vie, de la nature. Et ça a été un truc pour moi hyper important aussi, c'est-à-dire que plus on commence à chercher un petit peu, tu vois, dans le domaine que ce soit la permaculture ou d'autres, hein, des paysans, des artistes et tout. Et puis après, t'en as d'autres qui viennent, tu vois, spontanément et tout. Et tu dis, mais en fait, il y a déjà plein de gens qui œuvrent dans ce sens. Pourquoi il n'est pas plus, pourquoi on nous montre à la télé ou quoi, des trucs tout en glauques, anxiogènes et tout. Mais montrons ceux qui sont déjà là, qui sont déjà actifs. Et en fait, ça fait comme un effet boule de neige, tu sais. Oh ouais, ça j'adore. Et c'est eux que je veux mettre en avant. Et sans bien sûr nier certaines choses, mais toujours avec ce truc derrière qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui existent et qui existent déjà, en fait. Oui, je Mais pense qui qu'on se sont pas rejoint là-dessus, en fait. Oui, Effectivement, moi, bien je parle de sûr. nouveau monde, mais en fait, bon, C'est clair. parce que là, je me place dans la dualité avec le monde que l'on vit, voilà, avec lequel je suis pas nécessairement OK, mais effectivement, c'est mettre en lumière des initiatives qui sont déjà engagées, tout simplement. Et je fais le lien aussi avec le documentaire de Stéphane Chatry et Louis Fouché. Oui, d'ailleurs, je les avais interviewés à la sortie de leur livre Tous résistants dans l'âme. C'est des gens, voilà, Louis Fouché, c'est vrai que lui, par exemple, il incarne vraiment ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il est à la fois médecin, mais en même temps, il a cette ouverture d'esprit qui est juste incroyable et qui lui a valu certes quelques petits problèmes, mais il y a une telle force, je pense, de vie derrière ce qu'on fait, derrière tout ça, que forcément, on passe au-delà, on passe outre tous ces trucs là, comme tu dis, je pense qu'ils sont de l'ancien monde et qui sont maintenant, c'est désuet en fait, c'est dépassé tous ces petits combats, ces petites batailles là, tu vois. Et lui, il incarne cette force de justement, il va au-delà de ça en fait, tout simplement. Et nous, à notre échelle, à notre manière, c'est pareil, et tant d'autres, tant d'autres. Comment est-ce qu'on peut t'aider et te soutenir dans ton travail parce que tu le fais bénévolement, que je sache. Tu y consacres aussi beaucoup de temps. Je crois qu'on se rend pas compte aussi le temps que ça peut demander que tu dis toi-même, tu interviews, tu rédiges, tu crées en ligne. Comment est-ce qu'on peut t'aider par rapport à ça? C'est vrai que toi, t'es bien placé pour le savoir aussi, puisqu'on est quand même dans la même démarche. Et je pense que la majeure partie des personnes ne se rendent pas compte du temps que ça prend. C'est incroyable en fait. Hein. Moi, je prends ce temps-là. Oui, d'accord, c'est un choix, certes, mais c'est vrai que il y a un investissement vraiment énorme. Hein. Combien de temps pour essayer de mesurer, se rendre compte? Est-ce que tu as mesuré? C'est compliqué. Hein. Justement, je me suis dit un jour, il va falloir vraiment que je calcule mais comme je suis pas là-dedans, si tu veux que j'oublie, en fait, j'oublie de regarder combien de temps ça me prend de faire une rubrique, j'oublie. Donc, je serais incapable de dire combien d'heures en fait. Puis à chaque numéro, c'est différent, tu vois. Donc non, je suis pas capable, mais ça me prend beaucoup de temps. Ça, c'est évident. Et comment me soutenir? Souvent, je fais des cagnottes en ligne, par exemple, tu vois, où je laisse une cagnotte tout le temps, et puis j'en fais une spéciale pour Noël, tu vois, pour m'aider un petit peu. Donc ça. Et puis me soutenir aussi, en partageant, bien évidemment, mon travail. Ça, c'est une des choses qui me va le plus au cœur, et puis de recevoir les retours des gens aussi, comme toi, j'imagine, ça nous fait chaud au cœur quand on a des retours, quand c'est super. Oui, il y a différentes manières, bien sûr, de soutenir et d'aider. Parce que le déclic, vraiment, quand tu t'es lancé dans la création de ce web magazine, quel a été ce déclic vraiment qui t'a donné envie d'y aller, tu vois, j'écrivais déjà des articles en lien avec la naturo, avec ce que je pensais, des choses diverses et variées. Et puis un jour, il y a une personne qui m'a dit, mais ça serait bien qu'on essaye de retrouver tes écrits dans un endroit, alors pas spécialement un site, parce que ça fait bon. Et puis là, j'ai eu une traversée toujours en marchant. Moi, généralement, je suis très inspirée quand je marche, quand je suis dans la nature, hein, étonnamment. Et la marche, ça, c'est un truc qui m'apporte énormément. Hein. Je pars, j'ai pas d'idée, je reviens, j'en ai 100 000, quoi. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je me souviens encore même du lieu où l'idée est descendue, genre, tu vas faire un magazine. Je m'en souviens, c'est incroyable. Et je me suis dit, faire un magazine, ouais. Mais comment, en fait mais peut-être qu'il existe des versions en ligne de magazines ou quoi, parce que je ne me voyais pas lancer dans une création de magazine papier.
Et je suis arrivée chez moi avec une envie, c'était me mettre sur l'ordi, regarder ce qu'il existait, tu vois, et tout. Et puis là, j'ai découvert, oui, effectivement, qu'on pouvait faire des magazines en ligne. Oh, et j'ai dit, ça y est, je vais faire ça. Et là, ça a été parti, quoi. Et je me suis dit, non, je veux pas faire un magazine sur la naturopathie ou qu'en lien avec mes activités ou quoi. J'ai pas forcément envie de parler de moi. Par contre, j'insère quelques articles en lien avec la naturo dans les magazines. Mais ce que j'avais envie, c'était de donner la parole aux gens, quoi, aux paysans, aux artistes, à certains médecins aussi, tu vois, à des acteurs locaux, à des personnalités engagées. C'était ça c'est ça qui m'a poussée. Et puis ça a été hyper vite. C'est incroyable. À chaque fois, j'ai l'impression que, tu sais, je suis face à une trame et c'est comme si c'était un puzzle où j'avais tout était là, mais un peu en désordre, si tu veux, et qu'au fur et à mesure, tout arrivait et que je reconstituais ce puzzle. Mais c'est, en fait, ça, c'est hyper facile. C'est quelque chose de hyper facile et ça, c'est ce qui me prend le moins de temps. C'est ce qui me prend le moins de temps, c'est-à-dire que comme ça vient à moi, si tu veux, je perds pas généralement énormément de temps à chercher des gens ou quoi, ça vient à moi. Et je me souviens le premier paysan que j'ai interviewé, c'est quelqu'un qui est sur un marché que je vois presque toutes les semaines et tout. Et je lui dis, écoute, Fred, est-ce que ça te dit de faire un arbre? Il me dit, ouais, super et tout. Et voilà, il est en bio, il fait en maximum de la permaculture et tout. Ça a été mon premier que j'ai interviewé. Et puis, il y a eu des artistes. Là, sur le premier numéro, je me souviens plus qui, mais voilà, tu vois, ça a été, en fait, ça a été hyper simple à mettre en place, d'une simplicité même étonnante. Et à chaque fois, c'est le même phénomène qui se reproduit. Je me dis, c'est incroyable, tu vois, comme c'est là et j'ai plus qu'à. Comment est-ce qu'on peut accéder à ton magazine? Donc, alors, je le publie tous les 3 mois, donc comme tu l'as dit, c'est trimestriel, donc sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, j'ai du mal, hein, parce que je trouve qu'il y a de tout et de n'importe quoi et c'est pas évident d'avoir de la visibilité non plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Si tu te mets pas en photo tous les 4 matins, si tu ne fais pas 40 stories par jour, tu vois, t'as un manque de visibilité. Et comme moi, je suis pas là-dedans, j'y arrive pas, hein. Concrètement, j'arrive pas à me dire, bon, allez, là, il faut que tu fasses ça. Enfin, c'est contraignant. Je le fais quand j'en ai envie. Mais je sais que ça peut aussi freiner parce qu'il y a moins avec l'algorithme, là, ou je sais pas quoi, il y a moins de visibilité. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc, sur les réseaux sociaux, et puis, j'ai un site internet. Tu as une page qui est dédiée spécifiquement à ton web magazine sur les réseaux? Je l'avais fait au début, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas tant de visibilité que ça avec les pages, sauf si tu payes. Et ça, c'est vrai que ça m'a posé problème, en fait. Je me suis dit, mais je vais pas payer quand même pour avoir de la visibilité, c'est quoi ce délire? Tu vois, il y a un truc sur les réseaux sociaux, moi, qui me bloque. Je sais peut-être... Pourtant, je sais que c'est le nerf de la guerre, hein, je le sais. Mais bon, alors je réfléchis à d'autres moyens de communication, je sais pas trop encore. Peut-être un jour viendra une version papier, je sais pas. J'ai lu que tu avais de la demande, que tu as eu plusieurs Ouais, commentaires j'en où ai on eu. te demandait Oui. quand est-ce que tu sortais la version papier. C'est un autre projet. C'est un autre projet, ouais, à voir. Parce que tu dis, voilà, tu donnes la parole aux acteurs locaux, donc de ta région, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui ne vivent pas. Quand je parle acteurs locaux, c'est-à-dire des gens, tu vois, des paysans, des personnes engagées ou vraiment, mais pas forcément dans ma région à moi en fait. Hein. Bon, je privilégie, mais ça peut être dans d'autres régions aussi, hein. Évidemment. Et puis comme tu dis, mais ça intéresse, ça peut intéresser, même si t'es pas dans ta région à toi, ça intéresse aussi. Puis ça peut donner des idées. C'est ça aussi. J'ai envie que ça soit inspirant, tu vois. Ça puisse, par exemple, un jour, une personne qui voit ça, il dit, ah, moi, je veux faire ça, ou je veux faire comme lui, ou tu vois. Ça, c'est génial aussi. Oui, de pouvoir aussi mettre en lien finalement. Évidemment. Évidemment. Comment est-ce que tu expliques cette connexion forte que tu as avec la nature et les animaux? Parce que tous tes engagements finalement sont orientés vers ça, c'est-à-dire là c'est promouvoir le vivant, tout ce qui est fait en faveur du vivant. Toi-même tu participes à ça. Comment t'expliques cet engagement si fort? Je pense qu'il y a une explication sûrement rationnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup d'irrationnel aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, moi la nature, ça peut paraître un peu bateau ce que je veux dire, mais ça m'inspire en fait. Je suis inspirée, comme je te disais, je pars de chez moi, j'ai peu d'idées, ou je me dis allez, et je marche et là j'ai des inspirations qui arrivent. Donc il y a quelque chose qui se passe concrètement. On peut que se dire tiens, quand l'être humain est replacé dans son environnement naturel, normal, il se passe des choses quand même. Beaucoup plus que si t'es dans un immeuble au 12e étage entouré de béton, tu vois. Je pense en tout cas que c'est plus propice à l'inspiration.
Et en tout cas, c'est plus normal. Après, de manière concrète, je pense que j'ai toujours, enfant, j'ai toujours adoré les animaux. J'avais un chat, c'était mon premier confident. Puis mes grands-parents habitaient à la campagne, donc j'ai toujours connu aussi ce milieu-là, tu vois. Il y a les chevaux aussi dont on n'a pas parlé, mais les chevaux ont une place extrêmement importante dans ma vie. Où oui, je pense que clairement les chevaux m'ont sauvé plus d'une fois de choses compliquées. Donc il y a ce lien-là, et les chevaux sont des animaux qui t'ancrent vraiment. Hein, moi, je l'ai vécu dans mon expérience où il y a ce rapport à la terre hyper puissant avec les chevaux. D'autant plus s'ils sont pas coupés de leur environnement naturel eux aussi. Hein, tu vois. Mais il y a toujours ce truc-là avec les chevaux de fort, de puissant, d'ancrage. Et ça a été quelque chose, oui, qui m'a concrètement, ce qu'elle le dit, remis les pieds sur terre plusieurs fois. Donc les chevaux sont pour beaucoup dans ce lien à la nature. Parce que tu promeus aussi la nature, le vivant sur ta chaîne YouTube, parce que tu n'es pas seulement naturopathe, créatrice d'un web magazine, tu es aussi youtubeuse. Ouais, je pêche pas de ce mot, mais c'est venu en continuité du magazine, si tu veux. Parce qu'il y avait certaines personnes où je sentais, parce que quand je fais les articles, généralement, je leur envoie par mail les questions, j'ai les retours. Mais j'ai senti qu'il y avait certaines personnes avec qui j'avais envie plutôt d'être en lien par vidéo, tu vois, ou faire des reportages carrément chez eux, où ça soit diffusé, où il y ait des images. Donc finalement, la chaîne YouTube, elle est venue en complément tout à fait naturellement du web magazine. Tu es sur tous les fronts. Ouais. Et puis là, il y a d'autres projets qui arrivent aussi, donc c'est chouette. Mais je peux pas trop en parler pour l'instant. Tu lis dans mes pensées, voilà. parce que c'est la question suivante que j'allais te poser. Ah bon. Télépathie. Ouais, il y a plein de choses sympas et qui vont, je pense aussi, dynamiser tout ça encore plus. Donc je suis contente. Bon, alors restons connectés pour savoir quels seront tes futurs projets. Au moment où sera diffusé le podcast, je pense qu'il y aura déjà des choses en place. Donc bon, le suspense c'est pas si terrible que ça. Alors on est le 12 février pour contextualiser. Donc d'ici quelques semaines, tu te seras lancé dans de nouveaux projets. Quelle est la raison d'être de ton projet, de tout ce que tu fais quel est le why? Je pense que c'est la vie avec un grand V, tout simplement. C'est tu sais, je pense quand on est passé par des choses compliquées, quand on a touché vraiment le fond à tous les niveaux et qu'on remonte la tête là hors de l'eau et tout, on apprécie des choses du quotidien. Tu vois, je vais dans la nature, je vois des trucs, il y a des gens ils me disent mais ah ouais, t'as vu ça? Bah oui, j'ai vu ça. Tu l'as pas vu? Ben non. Tu vois, je vois des trucs dans la nature, de la beauté, saisir l'instant et tout. Ça, j'ai l'impression en tout cas qu'on voit ça quand on est passé par des trucs vraiment compliqués. En fait, quand on revient à la vie, je dirais, vraiment quand on réémerge, c'est comme entre guillemets presque une renaissance, tu vois. Quand tu reviens à la vie, dans tous les sens du terme, ben tu vois des choses qu'avant t'aurais même toi tu les aurais pas vues. Même si j'avais toujours un peu moi j'ai un tempérament assez artistique, tu vois, j'adore la peinture, j'ai fait des beaux-arts, tout ça, donc il y a un truc quand même déjà qui était là en moi, mais là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est décuplé, tu vois. Il y a une sensibilité ou une approche où je vois des trucs que d'autres vont pas voir, ils vont passer à côté, ils vont pas les voir, tu vois. Je pense que c'est ça la raison d'être aujourd'hui, c'est être profondément dans cette vie. Oui, puis tu prends le temps aussi peut-être de regarder et d'observer ton environnement et ce qui t'entoure. Ouais, il y a cette notion de temps aussi, mais c'est assez sur le vif, je dirais, quand je capte un truc, tu vois, j'ai pas besoin de rester des heures comment dire à observer. Non, ça c'est assez rapide, tu vois. C'est assez hop hop hop. C'est rigolo. Il y a aussi ça, ouais. Et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Ça c'est une sacrée question. Les valeurs, je pense que la plus grande valeur, c'est l'authenticité. L'authenticité, la justesse et évidemment la justice, ouais. C'est des valeurs qui me portent. Tu disais donc être sur les réseaux. Tu as un site internet. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi de manière privilégiée? Après, c'est simple. Hein, moi, je suis accessible. Hein, donc, ou sur mes réseaux, par Messenger ou par mail. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la petite Sandrine? Voilà. De pas perdre sa connexion. De pas perdre sa connexion avec elle.
et avec ce qui l'entoure. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je t'ai invité pour parler Nouveau Monde parce que j'estime aussi que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde. Alors c'est effectivement simplement finalement mettre le focus sur le vivant. Qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde si tu devais le décrire? Je sais pas si je saurais le décrire. Je pense qu'il est là, comme je te disais tout à l'heure, avec tous ces gens qui sont déjà en train de faire, qui ont déjà des idées, qui sont déjà en train de faire des choses, qui vont dans un sens, en fait, dans un sens. Pour moi, cette notion de sens, elle est hyper importante parce que aujourd'hui, on voit plein de choses qui sont insensées et retrouver ce sens, je crois que foncièrement, chaque être humain, il l'a en lui. Il a cette envie de sens, ce désir de sens, c'est en chaque être humain. On le voit bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un travail qui n'a pas de sens et tout, et ils ont qu'une seule envie, mais ils osent pas des fois, ou parce que ça peut paraître aller contre la société bien pensante, machin, mais en fait, chacun d'entre nous a ce besoin de sens. Et ce nouveau monde dont tu parles, c'est un monde sensé, vraiment un monde sensé, juste et authentique. Ouais, ça revient aux valeurs dont je te parlais tout à l'heure, finalement. Et toi, par rapport à ce que tu me décris là, comment est-ce que tu penses pouvoir y participer? Eh bien, écoute, mon humble niveau, voilà, en faisant mon activité de naturo, avec ce magazine, en essayant de transmettre au mieux tout ça, finalement. Hein. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Tout de suite, non, pas spécialement. Je crois qu'on a balayé assez large, je dirais. Et est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview et que je te propose mon portrait chinois? Non, je crois que on a été dans ce qui me tient le plus à cœur. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça parce que ce que tu fais aussi, toi, c'est hyper chouette parce que, comme tu dis, moi, je donne la parole on donne la parole, on est des gens qui donnent la parole, mais c'est bien aussi des fois de nous pouvoir nous exprimer. Et d'ailleurs, je pense que tu seras mon invité dans un des prochains numéros, me semble-t-il. Hein. Avec plaisir. J'aime bien l'idée de donner la parole à ceux qui donnent la parole, en fait, effectivement, qui sont un petit peu dans l'ombre. Et tout à fait. Et oui. Ok. Est-ce qu'il y avait un message que tu voulais transmettre particulièrement aujourd'hui? Particulièrement aujourd'hui, je pense que c'est vraiment garder la foi en ce qui nous anime. Garder la foi en l'être humain, même si des apparences, des fois, nous montrent le contraire. Il se passe des choses dont on ne soupçonne pas l'intensité et ça va bien au-delà de notre regard humain. Donc, garder la foi, c'est pour moi le plus important. Nous terminons sur le portrait chinois. Peut-être est-ce que tu y as joué quand tu étais plus jeune, si tu étais... Oh là. Alors, si tu étais un plat. Ah oui, un plat. Alors là, tu me redis un dessert ou quoi. Non, le chocolat, c'est très important pour moi, mais un plat. Enfin, un plat, ça peut être un dessert n'importe lequel, celui qui te vient spontanément. Oui, d'accord. Non, spontanément, c'est le chocolat. Ça craint pour une naturo, mais je m'en fous, j'assume. Ah oui, le chocolat, c'est vraiment un péché mignon. Alors, pourquoi ça craint en tant que naturo? Non, ça, c'est vraiment les clichés, tu sais, parce que des gens, des fois, ils ont des a priori ou des idées reçues, genre naturo, alors il faut, oh là là, ça va être chiant, ils vont pas manger ci, pas manger ça et tout. Non, en fait, moi, je suis très à l'aise avec l'alimentation, vraiment, et voilà, il n'y a pas je suis pas une naturo qui va être dans des dogmes, tu vois, ça, je déteste, en fait. Moi, j'ai vraiment envie que les gens, ils trouvent leur compte tout en étant dans quelque chose de sain, de physiologique, etc. Et puis de temps en temps, si t'as envie de chocolat, tu manges du chocolat et c'est pas grave en fait. Tu vois, il y a aussi ce truc faut dédramatiser. Il y a vraiment, on vit tellement dans une société où on nous dramatise de tout qu'à un moment, faut aussi dédramatiser, tu vois. Donc vive le chocolat. Et déculpabiliser. Oh là oui. Si tu étais un livre. Ah oui, alors un livre. Il y a un livre que j'adore, c'est Le Cygne Noir. Et ça, je trouve, ça résume un petit peu de tout ce qu'on a parlé dans La puissance de l'imprévisible. Alors, je sais pas si tu connais, c'est Nassim Nicolas Taleb. Et cette puissance de l'imprévisible. Oh, mais alors, autant ça peut faire peur, hein. Mais alors moi, ça, c'est un truc qui me porte. Justement, tellement de choses sont possibles. Et tout est possible. Alors, c'est un pavé, hein, le bouquin, hein. C'est un truc énorme. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, cette puissance de l'imprévisible. Au contraire, ça me fait pas du tout peur, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'autre vraiment qui, comme je viens de te dire tout à l'heure, finalement, qui nous pousse et s'ouvrir à
à l'ensemble des possibles, ça peut paraître gigantesque, vertigineux, mais en même temps, je trouve ça rassurant. Lâcher le contrôle. Ouais, aussi, accepter du moins de ne pas avoir le contrôle sur oui, aussi tout. sur certaines choses, et tant mieux, tant mieux, vraiment. Si tu étais un dicton, je crois que c'est Carpe Diem, définitivement. Si tu étais un film, ah oui, alors un film, il y a vraiment un film, moi, qui m'a particulièrement touchée, c'est Le Nom des gens, avec Jacques Gamblin. Alors Jacques Gamblin fait partie de mes acteurs français, en tout cas préférés. Et Le Nom des gens, je trouve que c'est un film à la fois sensible, qui parle de choses sans justement sous un aspect pas du tout dramatique ou quoi, hyper subtil. Je trouve que c'est un film très subtil, très fin. J'adore. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Écoute, je crois que ça serait Zorro. Ouais. J'adore pas aussi, donc c'est normal. Oui. Merci Sandrine de ta participation. Merci à toi. Vraiment, vraiment beaucoup. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Sandrine Bureau vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter donc directement sur ses réseaux. Je vous laisserai donc tous les liens dans la description. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.